Bonjour, des milliers de réfugiés sur les routes, franchissant les montagnes pour passer les frontières, refoulés par des nations recroquevillées qui craignent la submersion. Il y a exactement 80 ans, jour pour jour, en juillet 1938, s'ouvrait la conférence d'Évian, conférence qui devait s'achever sur un constat implacable. Personne dans le monde ne voulait accueillir les Juifs persécutés par Hitler, ni les opposants politiques anti-nazis. Alors, quelle ressemblance, quelle différence entre les deux situations et les deux époques, entre les deux traitements par les médias aussi, des réfugiés d'hier et des migrants d'aujourd'hui? C'est le thème de notre émission d'aujourd'hui avec trois invités, Juliette. Catherine Nicot, vous êtes historienne de l'époque contemporaine, spécialisée à la fois dans l'histoire des Juifs et dans la diplomatie et les relations internationales. Amélie Poinceau, vous êtes journaliste à Mediapart, vous travaillez principalement sur la politique migratoire de l'Europe. Et par Skype, on a Yvan Casteau, historien également de l'histoire contemporaine, spécialiste de l'immigration dans l'espace méditerranéen. Voilà, alors on va revenir, toute cette émission va être fondée sur des allers-retours entre 1938 et 2018, les ressemblances, les différences, les leçons éventuelles à en tirer. Mais pour commencer, je crois qu'il faut revenir en détail tout de même sur cette conférence d'Évian en 1938 qui, à l'époque et longtemps après, est tombée dans une espèce de trou noir historico-médiatique. Donc on va essayer d'éclairer, Juliette. Alors pour cette émission, on a choisi de s'appuyer sur un documentaire de 2009. Il a été réalisé par Michel Vuillermet et il s'appelle Évian 1938, la conférence de la peur. Vous y intervenez d'ailleurs, Catherine Nicot, pour rappeler un peu le contexte de ces années. Donc en fait, depuis les lois raciales de 1935, les lois de Nuremberg, les Juifs n'ont plus la nationalité allemande et sont de simples ressortissants de l'État. Les Juifs sont interdits d'exercer un très grand nombre de métiers. Ils sont victimes de discrimination et de violences quotidiennes. Et certains Juifs et opposants ont d'abord fui vers l'Autriche, mais en mars 1938, le pays passe sous domination nazie. C'est le fameux Anschluss, le rattachement en allemand. Les lois raciales sont aussi appliquées sur l'ancien territoire autrichien, ce qui force à nouveau la fuite de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et une partie de l'opinion publique à l'époque demande à ce que soit trouvée une solution pour cet exode massif. Et le président des États-Unis, Franklin Roosevelt, propose alors de tenir un sommet qui s'appellera donc la conférence intergouvernementale qui se tiendra à Évian. Elle débute le 6 juillet 1938, il y a donc très exactement 80 ans, dure une semaine et réunit plus de 30 pays. Il faut juste noter que le documentaire de Michel Vuillermet se constitue essentiellement des très rares images d'archives et beaucoup aussi d'images actuelles des lieux. On voit par exemple l'hôtel où s'est tenue la conférence sur les bords du lac Léman. Il est tourné sur voilà. les lieux. Hein, voilà. Et il est important de savoir aussi, je pense que toutes les prises de parole qu'on entend dans le documentaire ont été reconstituées avec des voix de comédiens puisqu'il n'existe pas d'archives sonores de l'époque. Voilà. Alors, première question sur le contexte dans lequel s'ouvre cette conférence d'Évian, donc en 1938. Pourquoi est-ce que c'est les États-Unis qui la convoquent? En quoi sont-ils les premiers concernés, ou s'estiment-ils les premiers concernés? En fait, les intentions américaines ne sont pas évidentes, pour les invités non plus. Mais on peut avancer l'hypothèse très crédible que le président des États-Unis et Roosevelt est obligé de tenir compte de l'opinion majoritairement isolationniste du pays, donc pas question de changer les lois de quotas qui existent depuis le début des années 20. Donc il lance l'invitation en sachant pertinemment qu'il ne touchera pas à la législation sur l'immigration aux États-Unis. En revanche, il souhaite préparer quelque part l'opinion américaine à des évolutions éventuelles. Et depuis le discours de la quarantaine qui date de octobre 1937, où il a dit le fascisme c'est très très mal, ça peut nous atteindre, il faut quand même y penser, messieurs et mesdames, etc. Et donc, ça peut être compris comme une sorte d'intervention dans les affaires du monde qui est destinée à sensibiliser, si vous voulez, au moins une partie de l'opinion américaine. L'opinion libérale, comme on dit aux États-Unis, étant déjà assez attentive à ce qui se passe sur ce plan-là. Et puis, il faut une initiative donc, pour calmer justement cette presse libérale qui tire les sonnettes d'alarme, qui dit que les valeurs américaines, les valeurs des démocraties impliquent de faire quelque chose. Donc la presse
à l'époque, pousse à des actions de solidarité avec alors on ne dit pas les migrants, on dit les réfugiés, mais d'ailleurs... il y a beaucoup de choses sur la terminologie à dire. Oui, il y a beaucoup de choses sur la terminologie, c'est-à-dire qu'on dit, par exemple, la presse ose très peu dire les réfugiés juifs, ou même les juifs. En général, on dit les réfugiés. Voilà. Mais la presse pousse à une action de solidarité. Une certaine presse, c'est la presse de gauche, une presse prestigieuse, parfois du point de vue intellectuel, Times Magazine, des choses comme ça, sont plutôt favorables à une évolution, enfin, en tout cas, demandent de l'humanité, si vous voulez. Et à côté de ça, vous avez une presse et des ligues très remontées contre toute idée de toucher aux quotas. Et les quotas, ça veut dire que, en ce qui concerne, puisque c'est des quotas nationaux qui sont déterminés depuis le début des années 20, ça veut dire que pour l'Allemagne et l'Autriche, puisque l'Autriche maintenant, comme vous l'avez dit, est devenue partie du Reich, il y aura à peu près 27 000 immigrants par an, pas un de plus, pas un de moins. Et en plus, il y a des instructions qui sont données par le département d'État aux consuls américains qui se trouvent en Allemagne et en Autriche pour que ça soit réduit au minimum. D'ailleurs, on n'a jamais atteint les quotas, loin de là. C'est ce qu'il faut signaler. Il y a des quotas déjà très très bas et ils ne sont pas atteints. Ils ne sont pas atteints. Ils sont pas atteints. Et ce qui est intéressant dans la situation de Roosevelt, c'est qu'on a donc un président qui n'est pas un isolationniste, qui est plutôt un interventionniste et qui... C'est quelqu'un qui est un pragmatique, on le décrit toujours comme ça. Donc voilà, il a une opinion majoritairement isolationniste, il ne peut pas changer ça d'un coup de baguette magique, il en prend acte. Et puis il a une réélection à venir. Il y a une réélection à venir, et comment donc il y pense. Oui. Yvan Gastaut, sur le contexte de l'époque et sur la situation de Roosevelt. Effectivement, nous sommes dans une période qui est extrêmement sensible sur le sujet des migrations, sur la question des réfugiés, que ce soit sur le plan effectivement de la politique américaine, je pense, mais aussi bien sûr sur la question de l'Europe. Nous sommes dans une fin des années 30 qui marque quand même des sociétés occidentales, on va dire, en incluant les États-Unis, qui sont marquées par cette question, même si la conférence d'Évian ne fait quand même pas la une des médias, me semble-t-il. Et on va le dire, vous allez voir, on va le dire. Oui, voilà. Et donc, si vous voulez, le contexte est un contexte quand même assez tendu, et puisque cette émission propose de réfléchir sur les possibles comparaisons, il y a peut-être un point effectivement comparable avec aujourd'hui, c'est justement ce poids que représente le thème de l'autre, le thème du réfugié, le thème... Alors, effectivement, vous avez raison de dire qu'il faut absolument travailler sur la sémantique, sur les mots employés. Oui, le mot réfugié est un mot qui a tendance à faire écran, comme aujourd'hui peut-être le mot migrant fait écran également. Et c'est aussi une manière de ne pas nommer certaines catégories de population, et en particulier les juifs sont ici un peu niés dans la manière dont on aborde le sujet. Et donc oui, c'est un contexte qui mérite d'être rappelé parce qu'il met en scène des sociétés européennes qui se disent essoufflés, se disent saturés sur la question du rapport à la migration, qui est une question qui se pose déjà depuis l'après-Première Guerre mondiale, d'une manière assez nette, et puis encore plus nettement depuis le début des années 30, où il y a, notamment pour le cas français, parce qu'il y a aussi cet intérêt de comparer les différents pays avec des approches qui sont parfois communes et parfois des approches extrêmement particulières en fonction des pays. Je pense effectivement pour la France, où il y a un thème des migrations, un sujet extrêmement riche, extrêmement tendu. On va revenir, Yvan Gastaut, sur donc 1938. On va revenir, Yvan Gastaut, sur tous ces sujets. Je crois que vous avez découvert cette conférence d'Évian dans la préparation de cette émission. Voilà, comme beaucoup de Français d'ailleurs, l'existence ne vous en était pas connue. Qu'est-ce qui vous a d'abord frappé dans le... C'est effectivement certaines similitudes avec aujourd'hui et le fait que cette conférence se termine finalement par un non-accord, c'est-à-dire que les personnes rassemblées se mettent d'accord pour la création d'un comité intergouvernemental, enfin voilà une nouvelle coquille vide une volonté affichée d'accueillir des réfugiés, mais en même temps, il n'y a aucun quota, comme on l'a dit, aucun engagement concret. Et c'est effectivement ce qui se joue à Bruxelles en ce moment, et notamment au dernier Conseil européen des 28 et 29 juin, où en fait, on n'est plus du tout dans ce programme de relocalisation qui avait été décidé il y a 3 ans, où chaque pays s'était engagé, sur le papier du moins, à accueillir un certain nombre de réfugiés ou de demandeurs d'asile. Et aujourd'hui, on n'est plus
plus du tout sur une base obligatoire de répartition, mais sur une base volontaire. Et donc, en fait, c'est à nouveau une coquille vide, puisqu'on imagine bien que les pays qui étaient très, très frileux à l'idée d'accueillir des réfugiés, et certains d'ailleurs n'en ont accueilli aucun, ne vont pas du tout s'engager aujourd'hui sur une base volontaire. Oui. Oui, je voulais ajouter, effectivement, il y a des similitudes tout à fait frappantes. En même temps, ce n'est pas tout à fait la même chose dans la mesure où ce fameux, effectivement, la conférence d'Évian a débouché par la volonté américaine essentiellement, soutenue par les Français, les Anglais traînant plus la patte, pour former une nouvelle entité, parce que jusqu'à présent, le problème des réfugiés avait été pris en compte internationalement parlant par la SDN, etc., mais toujours par des agences, comment dire, aux fonctions limitées, c'est-à-dire dans le temps et par rapport à la catégorie de réfugiés concernés. Alors là, il est décidé de former un comité intergouvernemental CIR pour les réfugiés, qui s'installe à Londres, qui a quand même une double mission. Alors, c'est pas du tout... Attendez, excusez-moi, Amélie Poinçon a parlé de coquille vide. Ça a quand même été une coquille vide, ce CIR. Si vous voulez, oui, si vous voulez, elle n'a pas trouvé de solution. On est d'accord. Mais elle n'a pas été si inopérante que ça, dans la mesure où, certes, un des premiers buts, c'est de trouver des pays d'asile. C'était un thème de l'époque, des terres libres, si possible, des pays vides. Hein, ça, c'est un thème qui a disparu, par contre. Hein. Et puis, surtout aussi, de discuter, de négocier avec l'Allemagne nazie, pour qu'il laisse partir des juifs, enfin des immigrants involontaires, c'était le terme qui a été choisi, pour finalement, après bien des discussions, avec un peu de bien, enfin de ne pas les déposséder complètement pour qu'ils puissent être admis dans certains pays, s'installer, etc. Ce qu'il faut signaler, est-ce que tout le monde le sait, enfin je veux dire, personne ne le sait, je dis tout le monde ne le sait pas forcément, mais non, mais personne ne le sait, c'est-à-dire qu'à l'époque, en 1938, officiellement, l'Allemagne nazie dit « mais oui, mais nous, on est tout à fait prêts à laisser partir nos juifs, on n'en veut plus. Bien sûr. On n'en veut plus. Le seul problème, c'est qu'ils doivent laisser tous leurs biens en Allemagne. » Voilà. Voilà, ils partent, ils partent sans rien, c'est ça la théorie allemande. Or, ils ne peuvent pas être acceptés sans rien dans la plupart des pays. Hein, voilà. Absolument. Alors, pour qu'on ait un peu une idée de l'ambiance de cette conférence, 2 extraits du documentaire. Vous disiez justement que l'idée c'était qu'ils ne partent pas sans rien alors qu'ils partaient sans rien. Beaucoup de pays ont refusé catégoriquement de recevoir des réfugiés pendant cette conférence. Certains ont fait preuve d'une assez grande créativité pour les refuser. Je pense notamment à l'Argentine. L'Argentine est avant tout un pays agricole, offrant de grandes possibilités. Son slogan a toujours été « Gouverner, c'est peupler ». Les agriculteurs expérimentés trouveront naturellement de larges facilités. En revanche, ceux qui, à leur arrivée sur notre territoire, ont l'intention de rester liés aux conditions spéciales de leur pays d'origine, feraient bien de s'abstenir de venir en Argentine. Voilà, et ça, ce qu'on vient d'entendre, c'est donc le discours du délégué argentin à Évian, prononcé par un comédien. Et deuxième exemple, alors là, c'est plus un coup de théâtre, puisque pendant la conférence, d'un coup, un pays se lève et dit être prêt à accueillir des réfugiés. C'est Saint-Domingue. Je souhaite que notre conférence soit comme un lac tranquille et cristallin, dont les eaux salutaires à la fois rassasient les altérés et fertilisent les terres qui le bordent. La proposition du délégué de Saint-Domingue, frère du dictateur Trujillo, d'accueillir 10 000 réfugiés autrichiens et allemands contre une importante contribution financière étonne les diplomates, mais dans l'atmosphère d'apathie générale, elle redonne un semblant d'espoir aux associations. Le président de la République dominicaine estime qu'une immigration européenne constituerait un contrepoids à une population locale qu'il juge trop noire. Aucune suite ne sera donnée à ce plan d'envergure car le récent massacre de 20 000 Haïtiens, travailleurs clandestins par l'armée, a coupé court à toute négociation. Voilà, alors là, un épisode totalement surréaliste, burlesque, tragico-burlesque. Il y a eu des tentatives pour faire accepter par Saint-Domingue
une partie au moins des 10 000 immigrants que leurs délégués s'étaient déclarés prêts à accueillir. Mais en réalité, ils exigeaient, les autorités dictatoriales de Trujillo, je ne sais jamais prononcer, bon, voilà, exigeaient des sommes d'argent par tête de pipe, si vous voulez, qui étaient loin d'être négligeables. Et on a les organisations humanitaires ou d'entraide, si vous voulez, surtout juives, qui étaient sollicitées, on ne pouvait pas aligner cela. Et en plus, moralement, ça posait un énorme problème. Donc, Mais d'ailleurs, sur ces enjeux financiers, parce que quand on regarde un peu l'histoire de cette époque, on se rend compte que les négociations d'argent sont partout. L'Allemagne entreprend des négociations, on vous vend les Juifs à temps par tête, etc. Ouais. Bon, ça ne débouche jamais, mais enfin, il y a des négociations. Oui, alors justement, le fameux accord qu'on recherchait avec les Allemands pour faire en sorte qu'ils ne dépouillent pas complètement les émigrants juifs, les émigrants en général, mais, ou politiques, eh bien, on a chopé sur ce problème-là, parce qu'on avait imaginé, il y avait tout un plan qui a été imaginé, avec un fonds allemand en Allemagne, alimenté par les biens des Allemands partant, si vous voulez, mais on craignait que les autorités nazies mettent la main dessus, avec quelques raisons, n'est-ce pas? Et puis, il y avait prévu un fonds international, si vous voulez, aussi, qui devait être alimenté par des fonds privés, aucun fonds officiel. Je sais que les États ont été très clairs, pas un sou. Et puis, en fait, ça a chopé sur ces problèmes moraux que les organisations juives étaient les premières à émettre aussi, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut réellement aider le Reich à se débarrasser des citoyens ou des ressortissants indésirables? Est-ce que ça ne pose pas un problème moral? Est-ce que ce n'est pas les aider à réaliser leur programme, etc. Donc vous voyez, les problèmes financiers, ce ne sont pas simplement des problèmes financiers, en fait. Et alors, je ne sais pas si on peut faire la comparaison, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un aspect qui passe souvent au second plan dans la médiatisation, mais je veux dire, les discussions de gros sous, elles sont aussi omniprésentes, puisque la Turquie, par exemple, pour retenir sur son sol un certain nombre de migrants, exige des paiements importants de l'Union européenne. Il y a eu effectivement un programme signé avec la Turquie, donc c'était en février 2016. 2 tranches de 3 milliards d'euros ont été décidées et puis débloquées par la suite par l'Union européenne pour que effectivement la Turquie accueille et du coup retienne et reçoive aussi en retour les réfugiés partis sur les îles grecques qui pouvaient être renvoyés en Turquie. Donc effectivement là il y a un gros enjeu financier. À la fois la Turquie a une énorme charge entre guillemets puisque elle accueille sur son territoire quelques 3 millions de réfugiés syriens. Donc on n'est pas du tout non plus dans les mêmes proportions que ce que fait l'Union européenne aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, en tout cas, Yvan Gastaut, toutes ces négociations financières, je ne sais pas si vous les suivez, ne semblent poser aucun problème moral, je veux dire. Oui, effectivement, il y a pour revenir sur ce que disait Catherine Nicot, il y a effectivement ce poids financier qui est extrêmement important au moment de la conférence d'Évian. On choisit d'accueillir des migrants parfois par intérêt financier, comme c'est le cas donc de la République dominicaine, et Trujillo effectivement va être dans ce cas-là. Il y a aussi effectivement la dimension extrêmement intéressante pour revenir aussi à ce qui était dit tout à l'heure sur Adolf Hitler qui va effectivement mettre en avant la faillite de cette conférence et derrière cela la faillite des démocraties, puisque si on reprend le discours qu'il tient à Königsberg en avril 1938, en apprenant la tenue de cette conférence, il se montre en position de force tout simplement, puisque le gouvernement allemand s'étonne de l'inquiétude des démocraties et dit, je cite cette phrase, « J'espère que le reste du monde qui a une telle sympathie pour ces criminels aura suffisamment de générosité pour convertir cette sympathie en aide effective. » Et d'une certaine manière, les démocraties sont en situation dans ce contexte-là et l'élément financier va apparaître comme un éventuel recours, mais qui se referme en fait. Voilà, et on voit bien là le cynisme nazi. Alors on a déjà commencé à parler de la manière dont la presse, à l'époque, a traité cette conférence d'Évian. Peut-être qu'on peut dire un mot, justement, du traitement de cette conférence dans la presse française. Puisqu'on va effectivement beaucoup s'intéresser à ce que disaient les politiques à l'époque de l'accueil des réfugiés et de la conférence d'Évian, mais à Arrêt sur Image, on aime bien s'intéresser aux médias. Alors qu'est-ce qu'on en disait dans la presse à l'époque, Daniel ?
Ben écoutez, Juliette, c'est très simple. Pas un mot, pas un article. C'est bien simple. La presse française ignore totalement cette conférence d'Évian qui se tient, voici, 80 ans exactement, en juillet 38. Alors, il faut dire qu'au même moment, il y a d'autres sujets d'actualité. Le milliardaire américain Howard Hughes fait le tour du monde en avion à la vitesse pharaonique de 300 km/h, puisqu'il relie New York à Paris en 16h35. Au même moment, comme chaque année, le Tour de France part aussi à l'assaut des unes de journaux. Et jour après jour, il y a encore des nouvelles de la guerre d'Espagne qui, en 1938, continue. Alors, le 7 juillet, seul de toute la presse, sur une seule toute petite colonne à la une, Le Figaro mentionne l'ouverture à Évian de la conférence sur le sort des, je cite, « réfugiés politiques ». Et le lendemain, le 8 juillet, Paris Soir fait aussi sa une avec cette ouverture de la conférence en racontant une histoire absolument terrifiante de réfugiés juifs qui vivent sur le Danube dans un bateau. Alors, en marge de la conférence d'Évian, nous dit le surtitre, chassés de partout, 51 juifs vivent sur le Danube à bord d'un vieux chaland. Alors, ils ont été expulsés d'Autriche, refoulés hors de Tchécoslovaquie et de Hongrie. Ces quelques planches de bois sont désormais notre seule patrie, déclare-t-il à l'envoyé spécial de Paris Soir. Et alors les réfugiés racontent aux reporters, jusqu'à l'arrivée d'Hitler, nous ne savions pas ce que pouvait être l'antisémitisme, car les Autrichiens nous ont toujours traités comme les enfants du pays. Le premier nuage apparut lorsque les Allemands confisquèrent les passeports de tous les Juifs. Brusquement, le 1er avril, 5 hommes de la Gestapo, vêtus de l'uniforme des SS, pénétrèrent dans notre village et ce fut notre fin. À vous, toi, le Juif, que tu as gagné tout ton argent par la fraude et l'escroquerie, tu l'as volé. Complètement aveuglé par ses coups, c'est toujours le réfugié qui raconte à Paris Soir, meurtri et à bout, je finis par lui dire « Oui, c'est vrai, je reconnais avoir volé ma fortune ». Immédiatement, il me tendit un papier en m'ordonnant de le signer, et voilà ce qui contenait, ce papier. Je reconnais être juif, avoir volé ma fortune. Par conséquent, je la lègue au Troisième Reich et je m'engage à quitter, et ce de mon plein gré, le territoire allemand. Fin du récit, nous avons essayé de passer les frontières, mais nous n'avons pas pu. On nous a refoulés de partout. Chaque fois que nous rampions dans les fils de fer barbelés, les polices tiraient, les polices allemandes, tchèques et hongroise. Et je dois dire que c'est le seul témoignage incarné d'un réfugié s'exprimant à la première personne, racontant son histoire. C'est le seul témoignage que j'ai retrouvé personnellement dans la presse de l'époque. Pour le reste, alors par exemple, chaque jour, le journal le plus sérieux de l'époque, entre guillemets, Le Temps, propose un résumé très factuel de la conférence. Alors, avec parfois, c'est vrai, un éditorial, on va le voir très balancé. Par exemple, le 8 juillet, éditorial du Temps, ce problème, le problème des réfugiés, ne saurait être résolu en s'inspirant uniquement de considérations de sentiments et d'humanité. Il se heurte malheureusement à des difficultés d'ordre moral, politique, social et matériel qu'on ne saurait surmonter ou écarter par d'émouvantes improvisations. Comment peut-on soulager la misère sans empiéter sur les droits souverains des États qui leur donnent l'hospitalité? La France a toujours répondu avec noblesse à l'appel adressé à ces sentiments de pitié. Il faut y ajouter, prévoit le Temps, car le Temps est très prévoyant, le cas des Espagnols chassés de leur pays par la guerre civile, et surtout celui qui se posera demain quand commencera le retrait des combattants étrangers d'Espagne. Le 9 juillet, toujours à propos de la conférence d'Évian, le Temps rapporte la manière dont la presse nazie aborde le problème. Alors, le Temps va faire parler la presse nazie. Les États qui se posent en protecteurs des Israélites ne seraient nullement disposés à en accueillir 8 millions. La Palestine n'étant pas susceptible d'en recevoir davantage, la question d'un nouveau territoire refuge va se poser. On a parlé de l'Ouganda et de Madagascar, suggère très aimablement la presse nazie, qui remarque aussi que, tiens, la Russie, qui a d'immenses territoires à peupler, n'est pas représentée à Évian. On va voir, conclut la presse nazie, non sans une pointe de scepticisme, alors c'est le Temps qui dit non sans une pointe de scepticisme, on va voir si les représentants des 27 États réunis au bord du lac de Genève seront à la hauteur de ce difficile problème. Alors à propos des pays invités ou non invités, le 12 juillet, le Temps note que l'Italie
invité mais qui n'est pas venu, déclare que la conférence en question tend, sous le masque de la fausse humanité américaine, à devenir un nouveau foyer d'infection en Italie à l'époque. Rappelons que le dictateur s'appelle Mussolini. Alors, signe de l'embarras général autour de cette conférence, qui incarnera plus tard la lâcheté internationale, seul le journal français L'Action française, un journal monarchiste et antisémite, en dégage brutalement, on dirait aujourd'hui cache, les enjeux à ses lecteurs le 10 juillet. Par réfugiés politiques, dit l'Action française à ceux qui n'auront pas compris, il faut naturellement entendre les Juifs. Ce qui se passe en Palestine montre que le sionisme a échoué, il n'a apporté aucune solution, même partielle, à la triste situation actuelle des Juifs dans le monde, situation qui s'est incomparablement aggravée depuis les débuts du sionisme. Donc les Juifs de France, d'Angleterre et d'Amérique comprennent parfaitement qu'une immigration massive de Juifs, loin d'être un bienfait pour le pays qui l'a subi, est au contraire un terrible fléau. Il importe d'écarter les frères malheureux qui tenteraient de venir prendre leur part du butin et risqueraient, c'est toujours l'Action française qui parle bien sûr, et risqueraient de soulever la colère des autochtones, lesquels pourraient bien, un jour, écoutez bien, ne pas faire de différence entre pillards de fraîche date et pillards plus anciens. Dixit l'Action française, qui continue. Il est tout de même remarquable que si cette race élue, entre guillemets race élue, dotée de si éminentes qualités et pratiquant toutes les vertus au dire de ses turiféraires, trouve partout un accueil aussi froid. Quel peut être ce mystère? Fin de s'interroger le journal antisémite. Alors à la fin de la conférence, toute la presse française reprendra sans aucun commentaire en page intérieure le communiqué final lénifiant. Le 14 juillet, alors qu'aucune n'a été trouvée, cette presse reprend donc ce projet de résolution finale qui souligne la gravité, l'urgence du problème et mentionne qu'un comité de suivi va être mis en place à Londres. Dans le Figaro, quand on regarde bien la mise en page, la nouvelle de cet accord entre les chefs de délégation est présentée sur une petite colonne entre le retour du fameux Howard Hughes aux États-Unis après son tour du monde en avion et la crainte d'un coup de force de l'Allemagne en Pologne. Pas un seul journal ne parlera à l'époque ni de la conférence de la honte, ni de la conférence de la peur, des nominations qui viendront par la suite. Commentaires sur ce traitement? Apparemment, les presses des pays anglo-saxons ont été plus disertes que ça, mais effectivement, la presse française, obéissant, semble-t-il, à certaines consignes officielles, n'ont pas beaucoup... J'ai jamais creusé. Vous êtes en train de nous dire que la presse pouvait obéir à des consignes officielles? Oui, oui, le temps en particulier, hein, ne cachons rien. Alors le temps qui appartenait plutôt d'ailleurs aux industriels, hein, qui était quand même plutôt la propriété du comité des forges, c'est-à-dire le lobby de la sidérurgie de l'époque. Voilà. Et le Quai d'Orsay avait une influence, enfin présentait sa politique étrangère. Hein. Et puis alors, d'abord... Attendez, excusez-moi. Oui. Qu'est-ce qui aurait pu pousser le gouvernement a demandé à la presse de faire profil bas sur la conférence d'Évian? Parce que le gouvernement Daladier, qui poursuit une politique d'apaisement avec l'Allemagne en espérant que la France, on évitera d'être impliquée dans une guerre que tout le monde sent quand même venir, juge qu'il ne faut pas vexer l'Allemagne. Donc c'est pour ça d'ailleurs l'Allemagne n'a pas été invitée, mais elle n'est jamais citée nommément, même dans les discours qui la visent. Hein. Et donc, il faut éviter de... Et puis aussi, le gouvernement Daladier, qui succède au Front populaire, hein, et qui a été plus humain sur la question des réfugiés, ne veut pas entendre parler d'avoir à en admettre plus que la France, finalement, n'en reçoit, malgré elle, à cause de la porosité des frontières. Mais alors c'est paradoxal, parce que vous dites que le gouvernement Daladier ne veut pas vexer l'Allemagne. En même temps, l'Allemagne, officiellement, laisse partir ses Juifs. Et elle les pousse même en 1938. À partir. Oui. Alors... Elle les pousse très concrètement, illégalement, clandestinement, à travers des frontières. Il y a des SS qui ont cette mission. Ça date de 1938, parce que 1938 correspond à une brutalisation très, très marquée de la politique hitlérienne dans ce domaine. Mais alors pourquoi cette discrétion est gouvernementale et de la presse? On a peur de quoi en fait? Yvan Gastaut, vous avez des hypothèses? Hypothèse de
réflexion, sans qu'on ait de réponse absolue. On est frappé, là, vous avez fait la revue de presse, on est frappé par le fait qu'on traite de ce sujet. Hein, le sujet n'est pas escamoté, mais il est traité de manière extrêmement, disons, secondaire, on pourrait dire. Et puis, le dernier article que vous avez présenté à l'issue de la conférence fait état d'un accord trouvé, ce qui, évidemment, ne correspond pas aux analyses que nous faisons aujourd'hui de l'événement, en quelque sorte. Et donc, moi, il me semble que, certainement, cette conférence d'Évian passe au second plan, l'opinion publique n'y est pas attachée, hein, ça c'est sans doute quelque chose qui diffère avec la réalité d'aujourd'hui. Hein, les Français ne sont pas concernés. Il apparaît dans la revue de presse que c'est une affaire de gouvernants, de gouvernement, de peut-être même technique, on pourrait dire, en quelque sorte, et ce sujet est un peu déconnecté de ce qui peut, par ailleurs, beaucoup plus passionner l'opinion publique, c'est-à-dire, par exemple, voilà, les questions liées à l'accueil d'autres réfugiés, que sont, par exemple, les Espagnols. C'est pas encore tout à fait, en 1938, le pic de ce sujet, mais ce que je trouve assez intéressant ici, c'est de montrer le caractère un peu détaché d'autres thématiques. C'est intéressant ce que vous dites, parce que effectivement, la question de l'accueil des réfugiés espagnols, qui va se poser cette année et l'année suivante, en 1939, est beaucoup plus passionnée dans l'opinion française. Oui. Alors, est-ce que c'est pour le coup parce que les réfugiés espagnols sont des réfugiés politiques, c'est des gens qui ont pris les armes aux côtés de la République, pour la République espagnole contre les franquistes, et du coup, ils vont bénéficier, on va dire, de plus d'attention de la gauche française que ne le sont les Juifs, qui ne sont pas des réfugiés politiques. Est-ce qu'on peut... Alors évidemment, je sais bien que c'est une hypothèse un peu... on a du mal à la formuler, mais est-ce qu'on peut dire les choses comme ça ? Je ne suis pas certain que ce soit vraiment le cas, dans la mesure où il me semble, moi, sans doute que c'est peut-être aussi l'effet de réel, l'effet de proximité, notamment pour une région de France qui est la région du Sud-Ouest en particulier, qui est confrontée depuis 1937 et puis de plus en plus jusqu'au moment le plus important, en début 39, d'arrivées massives qui vont provoquer un certain nombre de conséquences dans les réalités locales, qui vont peut-être être un élément important, surtout que il y a sur une sorte aussi de proximité entre la France et l'Espagne qui est importante, et que la guerre d'Espagne est un événement qui a marqué les consciences. Hein, aussi, c'est que, on le sait, le Front populaire a été gagné par cette thématique, par ce débat, et que, oui, la gauche a sans doute été passionnée par cette guerre d'Espagne et la migration de refuges. La guerre d'Espagne, Yvan Gastaut, vous diriez, a davantage marqué les consciences que la persécution antisémite en Allemagne ? Vous avez évoqué le fait que la diplomatie française est à l'œuvre pour tenter d'apaiser les choses. C'est peut-être un élément, c'est peut-être pas l'élément le plus important, mais il y a sans doute quelque chose qui peut jouer aussi, c'est que la France est marquée vis-à-vis donc des Juifs, hein, qui arrivent en France de manière massive par la question antisémite. Vous avez cité tout à l'heure un article, enfin l'Action française, et on a regardé dans les colonnes de ce quotidien le mot invasion. Alors là, il y a sans doute un élément extrêmement lié à aujourd'hui sur cette peur de l'invasion. Et il me semble que vis-à-vis des Juifs, il y a non seulement cet antisémitisme concernant la population en France de Juifs parfois implantés depuis très longtemps, et puis l'apparition de ces nouveaux migrants, hein, que l'Action française caractérise comme pillards anciens et pillards nouveaux, en quelque sorte, qui montrent bien une des réalités de cette présence, qui est à la fois une présence très ancienne, victime de racisme, et aussi ces nouvelles arrivées qui sont encore un peu indistinctes. C'est peut-être ça qui est différent vis-à-vis de l'Espagne. L'Espagne s'est ciblée sur les Pyrénées, mais les Juifs, pour l'instant, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va advenir. Alors, j'ai envie de poser une question. Oui. J'ai envie de poser une question un peu dérangeante. Vous avez dit tout à l'heure, finalement, si les communautés juives des pays comme les États-Unis ont refusé de payer, c'est pour des raisons morales. Est-ce que c'est uniquement pour des raisons morales? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi dans les communautés juives installées, implantées de longue date en France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, eh ben, on va dire, pas une immense envie de voir arriver pour reprendre les termes ignobles de l'action française, des pillards plus récents, avec lesquels ils pouvaient craindre que soient effectués certains amalgames. Oui, les travaux des historiens sont très clairs, hein, sur ce sujet. Les communautés juives qui se réalimentent en fait en Europe occidentale par des vagues d'immigration, mais pas des crises, hein, mais des flux, n'apprécient jamais trop les nouveaux arrivants parce qu'ils ont peur que ça remette en question leur assimilation, en fait, en France en particulier. Et puis, ils savent aussi que ça sera à eux de supporter le poids financier, ce qu'ils font
pour les mettre à niveau, si j'ose dire, et s'assimiler, trouver un travail, etc., etc. Et surtout, en 1938, pour reprendre là, il y a quand même cette accusation maintenant qui devient vraiment très présente et qui va jouer un rôle très important, c'est que les Juifs sont des fauteurs de guerre et que tous ceux qui soutiennent l'immigration juive ne recherchent qu'à pousser la France dans le conflit contre l'Allemagne pour défendre leurs coreligionnaires. Qui porte cette accusation ? Oh, c'est très général. Alors la droite, bien entendu, l'action française va se répandre, comme vous pouvez l'imaginer, mais c'est quelque chose de très, très ancré qui va... en 1939, ça joue un rôle important. Pourquoi est-ce qu'on interne tout dans des camps En 1939, les décrets de Daladier ont préconisé que les étrangers en situation irrégulière, on va dire, entreraient dans des camps dits de concentration sans complexe à cette époque-là, ou de rassemblement, tout ce que vous voulez. C'est aussi, on redouble ce type d'internement après, au moment de Munich, lorsqu'on craint une guerre, en 1938, et ensuite en septembre 1939, au moment du déclenchement de la guerre. On interne qui ? On l'interne tous. Qui Des réfugiés, des gens qui sont en situation irrégulière, qui sont souvent des antifascistes et des antinazis notoires, enfin complètement déterminés, mais on n'en tient pas compte. C'est ils sont allemands, d'origine allemande, autrichienne, et notamment au camp d'Emile dans le sud. Et c'est une cinquième colonne possible. Voilà. Alors, sur un tout autre point, la médiatisation de l'accord à la fin de la conférence d'Évian. Vous avez vu le Figaro, formidable, un accord a été trouvé, alors que finalement il n'y a pas d'accord du tout. Ça vous rappelle pas un truc, ça, sur les effets d'annonce, par exemple l'effet d'annonce au dernier sommet européen Je dirais oui et non, parce que ça dépend quelle presse on lit, mais de fait... Non, mais je suis sûr que Mediapart ne cède absolument pas aux effets d'annonce, voilà. Mais d'une manière générale, excusez-moi, ce qu'on a lu, c'est formidable, le sommet de Bruxelles, on a sauvé l'histoire, tout le monde est content derrière. Sur ce Conseil européen, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a eu des retours plus élogieux, entre guillemets, sur des précédentes réunions à Bruxelles, et notamment sur l'accord UE-Turquie, où là, effectivement, tout le monde se félicitait. Je pense que là, quand même, il y a eu un petit peu plus de réserve, mais par contre, je trouve qu'il y a une grande différence par rapport à 38 à ce niveau. C'est évidemment... c'est pas Mediapart, c'est le monde. Un accord sur l'immigration. Oui. Mais non, ce que je veux dire, c'est que par rapport à 38, on est quand même dans un contexte très différent au niveau de l'information. Évidemment, l'info aujourd'hui est disponible immédiatement, elle circule beaucoup plus vite, etc. Donc, de fait, c'est beaucoup plus médiatisé. On ne peut pas dire, en tout cas, qu'il y a une sous-médiatisation de la question migratoire. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que, effectivement, les journalistes qui suivent ça à Bruxelles ne sont pas forcément des spécialistes du droit d'asile, de la question des réfugiés, etc. Puisque ce sont souvent des journalistes politiques. Souvent, les pays arrivent, enfin, en tout cas, les présidents et chefs d'État arrivent à Bruxelles avec une délégation, avec les journalistes habitués à suivre le chef d'État. Donc, c'est des journalistes qui sont très spécialisés sur la politique, souvent leur politique nationale, et qui ne sont pas forcément les journalistes les plus experts sur les questions migratoires. Donc je pense que c'est là aussi où on peut observer un décalage entre effectivement un papier, disons, purement factuel sur le résultat de cet accord, et ensuite ce que ça veut dire concrètement pour les réfugiés et pour le droit d'asile. Non, mais on est bien d'accord que le dernier sommet en date, ce fameux sommet de fin juin, n'a rien réglé. Absolument pas. On est d'accord. On est d'accord. Et c'est effectivement, là aussi on peut revenir sur le vocabulaire qui est employé et sur la façon dont les choses sont présentées. Mais bon, dans les communiqués bruxellois, il y a une forme de novlangue qui est quand même assez incompréhensible, et où quand on cherche vraiment le fond, concrètement, ce que ça veut dire, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'en fait, il y a un ensemble de compromis. On voit qu'il y a certaines phrases, elles ont été retouchées par chaque chef d'État, et on voit que c'est le résultat d'un compromis pour au final n'aboutir à aucun résultat. Alors je voudrais qu'on donne un exemple de ça qui date justement de ce dernier sommet. C'est une interview donnée par la ministre des Affaires européennes française Nathalie Loiseau à Jean-Jacques Bourdin. Absolument. Et alors, allons-y. Alors ça concerne donc les centres fermés. Qui est une idée qui a été avancée par la France ces dernières semaines. Donc ces centres fermés, déjà, qu'est-ce que c'est ? On parle donc de la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, qui a eu un petit peu du mal à les définir, puisque fin juin, quand on lui demandait, elle expliquait que cette idée, c'est qu'il ne s'agira pas de centres fermés, mais de centres d'où les migrants ne pourront pas sortir. Donc déjà, on a une distinction
Subtil, voilà. Extrêmement subtil. Et cette même Nathalie Loiseau, donc la ministre des Affaires européennes, avait du mal aussi à répondre à la question « Y aura-t-il ou pas des centres fermés en France ?» Vendredi dernier, la question lui était posée par Jean-Jacques Bourdin sur RMC. C'était à l'Italie de porter tous les efforts. La France n'ouvrira pas de centre d'accueil? La France n'a pas vocation à être un pays de première arrivée de navires, parce que la France est à 5 jours de mer des côtes libyennes. Donc elle n'ouvrira pas de centre d'accueil? Il n'y a pas de raison, a priori, que la France soit un pays de première arrivée de bateaux. On n'a pas dit qu'on ne le ferait. Donc elle n'ouvrira pas de centre d'accueil? La France n'est pas dans cette situation où arrive massivement sur des côtes. On est bien d'accord. Donc elle n'ouvrira pas de centre d'accueil? Disons clairement les choses. Pourquoi ne pas le dire, Nathalie Loiseau? C'est pas grave, hein? C'est pas ça, c'est que le sujet, c'est pas qui va ouvrir des centres d'accueil. Bah si, aussi. Bah si. Non, parce qu'on n'est pas un pays de première arrivée maritime. Non, ça j'ai compris. Donc comme on n'est pas un pays de première arrivée maritime, nous n'ouvrirons pas de centre d'accueil. J'ai compris, Nathalie Loiseau. J'ai compris. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrypter ça? Pourquoi elle a tant de mal à répondre à la question? Parce que politiquement, ils ne veulent pas assumer le fait que la France, en fait, se met en arrière-plan. Elle ne veut absolument pas partager cet effort de l'accueil des migrants. Donc ce sera effectivement les pays qui sont depuis toujours en première ligne du fait de leur exposition à la mer Méditerranée, donc en particulier l'Italie, la Grèce, mais aussi l'Espagne. C'est en gros ces pays-là qui sont visés parce qu'en fait existent déjà, ce sont les hotspots. Il y en a 5 en Grèce, il y en a également quelques-uns en Italie, et c'est justement des centres fermés où sont traités les demandeurs d'asile qui arrivent par la mer dans ces pays-là et où, depuis 2015, ils sont censés être ensuite répartis dans les autres pays membres. Et justement, on voit bien que ce mécanisme n'a pas marché. Mais on peut supposer qu'à ce sommet-là, la France a dit à ses partenaires européens qu'elle n'ouvrirait pas de centre d'accueil. Donc les Italiens le savent. Oui, oui, mais c'est pour ça qu'il y a une querelle entre l'Italie et la France et que justement les Italiens reprochent à Macron de tenir un double discours, en tout cas de ne pas faire l'effort que la France pourrait faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en 1938, il n'y a pas de Jean-Jacques Bourdin. Hein. Je veux dire, non mais on parlait tout à l'heure de la suggestion, d'une certaine manière, de la presse française au Quai d'Orsay et à la politique du Quai d'Orsay. Voilà, il n'y a pas, en 1938, des journalistes qui vont mettre en question de manière tonitruante ou simplement poser les questions. Oui, mais je crois que ça tient, comme a dit Yvan Gastaut tout à l'heure, à l'opinion publique, aux sociétés européennes de l'époque, pour lesquelles ce n'est pas un problème qui les occupe au premier rang, hein, à ce moment-là, c'est sûr. Je pense qu'il n'y a pas non plus de demande très forte de la part du public, d'une façon générale. Vous pensez qu'il y a une demande plus forte de l'opinion publique aujourd'hui sur les migrants? Moi, je crois que oui, depuis 2015, il y a quand même eu des images tellement frappantes, etc. Donc, alors, le petit Island, évidemment, hein, on pense les colonnes de réfugiés dans les champs de blé, que sais-je. La fameuse image du petit Island qui a fait la une. Alors là, pour le coup, vous voyez, on parle de presse, on n'est pas du tout dans le cas de la presse de 1938. Ah non, ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir. Il n'y a que la radio d'abord et la presse écrite. Voilà, ça déjà, c'est tout un autre monde. Hein. J'ajouterais aussi la grande différence, c'est que effectivement, bon, la presse traite cette question, mais de manière souvent assez spectaculaire. Elle reprend ces images qui sont très fortes. Ça a été aussi l'histoire de l'Aquarius, où là, tout d'un coup, voilà, tous les médias se mettent à l'unisson pour parler de cette actualité. Mais après, la question migratoire, pour moi, à mon sens, en tout cas, qui suit ces questions-là, c'est aussi la question de l'intégration, du parcours de ces réfugiés dans les pays dans lesquels ils s'installent, de toutes les procédures administratives auxquelles ils doivent faire face, etc. Et ça, c'est très peu raconté. En fait, ce que la presse raconte, ce sont ce qui fait choc, ce qui remue l'opinion publique, effectivement, l'image du bateau, l'image de l'arrivée à la frontière. Mais ensuite, l'histoire de ces personnes, en tant que personnes, et non pas en tant que réfugiés, elle est assez rarement racontée, en vrai. Et je trouve qu'on raconte trop, on montre trop les images comme celle du petit Island ou les images de colonnes de réfugiés. C'est pas qu'on les montre trop, mais c'est que pour moi, la question migratoire, elle est loin de se résumer à ça, en fait. Et ça, justement, je pense que c'est pas forcément une bonne manière de raconter les choses. Je pense qu'on n'humanise pas assez, c'est-à-dire on raconte pas assez des histoires individuelles et des belles histoires par ailleurs. Et on parle beaucoup de chiffres, on emploie le mot crise migratoire
afflux, vagues. Enfin, à chaque fois, ce sont des invasions. Ça, c'est plus invasion négatif. Dans le pire des cas. Mais même si on essaye d'être neutre dans l'écriture, je trouve qu'il y a des mots qui, quand même, ont une certaine connotation et, en tout cas, impliquent le fait qu'ils sont, de toute façon, très nombreux. Or, quand on présente la question migratoire comme ça, forcément, ça va faire peur parce qu'on imagine des masses à chaque fois, alors que, bon, si on regarde les chiffres très concrètement, à chaque fois, c'est des nombres ridiculement bas par rapport à la population européenne. Quels sont les mots que vous évitez dans Mediapart? Alors, moi, j'évite, mais après, ça, c'est très personnel. J'essaie d'éviter le mot migrant quand c'est le plus souvent possible. J'emploie plutôt le mot exilé, souvent. Enfin, j'essaie d'employer le mot exilé plutôt que migrant, en tout cas, surtout pour les gens qui arrivent de territoires en guerre, quoi, de Syrie, d'Irak. Enfin, c'est pas des migrants, c'est des gens qui ont été obligés de partir. Il y a d'autres exemples là, comme ça, qui me viendraient tout de suite, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne parle pas de crise migratoire, ça c'est évident, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout une crise migratoire, c'est une crise politique qu'on a dans l'Union européenne, et c'est aussi une crise de la solidarité, en tout cas de la part des politiques. Alors, juste pour vous dites que ce n'est pas une crise migratoire, j'imagine que vous faites allusion aux chiffres, parce qu'il faut quand même de temps en temps rappeler quelques chiffres pour restituer la dimension réelle de l'événement. Alors, quelques chiffres, sous aussi votre contrôle, Amélie Poinceau. Alors, si on regarde les chiffres de ce qu'on a appelé effectivement la crise migratoire, elle est plutôt dans une phase d'accalmie, disons. Si on prend par exemple les arrivées depuis la Méditerranée en Europe, donc c'est un graphique qui était sur le site d'Alternative économique, et on peut voir que donc en septembre 2015, ça correspond au plus haut du pic tout à gauche. On comptait 221 000 personnes arrivées dans ce mois-ci, alors qu'après, bon, évidemment, ça descend d'ailleurs assez rapidement. Et si on prend le bout du graphique, c'est-à-dire le mois de mai 2018, on compte là 10 000 arrivées dans le mois. Voilà, je crois que c'est une image qu'il faut vraiment bien avoir en tête. Yvan Gastaut, sur les questions de terminologie dont on parlait, le terme de crise migratoire, migrant ou exilé. Je pense que c'est une question centrale et on pourrait longtemps débattre sur la manière dont les termes font florès et ont des conséquences sur la manière de voir les populations. Moi, je dirais, j'emploierais le mot altérisé parce que, effectivement, migrants, réfugiés, on a tendance à opposer ces deux termes et c'est sans doute une erreur et de trier les bons immigrés d'un côté, qui seraient les réfugiés qui auraient de bonnes raisons de migrer s'ils sont attestés comme réfugiés, et puis d'autres qui seraient de mauvais migrants parce qu'ils n'ont pas de bonnes raisons, me semble vain et souvent, la plupart du temps, inutile et néfaste. Et en même temps, je voulais revenir par rapport à l'intéressant débat que nous avons eu tout à l'heure sur peut-être la différence qui a pu être faite en 1938 entre différents types de populations venues ayant quitté leur pays pour des raisons diverses. Je dirais que l'Allemagne, les Juifs venant d'Allemagne, et d'Autriche et de Tchécoslovaquie étaient un peu désincarnés, me semble-t-il. C'est un peu ce que vous disiez, Daniel Schneiderman, tout à l'heure, à savoir que il y a eu peut-être un peu hors sol, quand on emploie le mot réfugié en 1938, c'est une manière de ne pas désigner effectivement la réalité. Et dans ce contexte-là, ça annonce cet autre événement qui va se produire à une échelle encore plus importante, qui est la conférence de Munich. Et quelque part, on est déjà avec cette crise ou cette situation de la conférence d'Évian dans un pré-Munich sur la question justement de la migration et de cette situation. Et ça montre effectivement aussi, cette conférence, une grande frilosité de la part des démocraties. Vous avez eu à juste titre évoqué le fait que Mussolini était invité, que l'URSS de Staline était aussi éventuellement concernée par le sujet. L'ambition était de régler cette question à l'échelle mondiale. Et d'une certaine manière aussi, la solution territoriale, qui était à l'époque une solution envisagée, le plan Madagascar, l'idée d'envoyer des migrants dans des endroits vides, est aujourd'hui encore, sous une autre forme, un élément important, où placer les migrants qui arrivent en Europe occidentale, dans l'UE, les placer dans quel lieu, soit les confiner, les interner, soit les envoyer dans des camps. Il y a encore cette solution, même si elle n'est absolument pas la même. C'est une solution. La question du territoire et des lieux d'accueil est une question qui, même si elle est complètement différente de 1938, se situe dans une véritable continuité. Yvan Gastaut a peut-être essayé d'établir une meilleure connexion avec vous parce qu'elle saute un peu. Et pendant ce temps-là, pourquoi Staline n'est pas venu à Évian? Il n'a pas été invité. Il n'a pas été invité. Non, à ma connaissance, non. Il y avait 32 nations à Évian. Effectivement, l'Italie. Alors, l'Allemagne n'a pas été invitée. Non. On n'en parle pas.
on ne parle pas d'elle. L'Italie a été invitée, elle a refusé par solidarité avec l'Allemagne. La Roumanie et la Pologne, qui se sentaient très concernées, on avait peur s'il y avait eu accord, qu'il y ait un appel d'air. Hein, le fameux appel d'air. Voilà. C'est-à-dire un appel d'air dans quel sens? C'est-à-dire que les gouvernements roumains et polonais qui pratiquaient une politique antisémite très, très, très vigoureuse n'arrêtaient pas de dire depuis quelque temps, mais nous aussi, on a plein de juifs, on n'en veut plus, prenez-les, qu'ils partent, etc. Donc ils attendaient ils auraient adoré être invités. Ils ont pu envoyer des observateurs. Mais l'URSS ne voulait absolument pas, d'abord parce qu'elle se sentait concernée, vu que ça avait été un réservoir de réfugiés quand même dans les années 20, à cause de la Révolution. Et ils sont très furieux que ces réfugiés aient été accueillis, etc. Donc ils ne veulent pas du tout en entendre parler, c'est clair. Alors, la différence entre 1938 et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le débat se situe vraiment à ciel ouvert. Enfin, les arguments sont échangés à ciel ouvert. Il l'était pas du tout en 1938, mais ils nous sont restitués par justement ce documentaire qui fait parler notamment les puissances européennes. Ah, donc les puissances... les puissances européennes qui expliquent la raison pour laquelle elles estiment avoir fait leur devoir. Voilà, en fait, au niveau européen, c'est plus ou moins toujours le même argument qui semble revenir, que ce soit du côté de la France, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de la Belgique ou de la Suisse. La France reste ainsi fidèle à ses traditions les plus anciennes d'hospitalité universelle. Elle entend continuer dans la limite de ses moyens, bien qu'arrivée elle-même au point extrême de saturation. L'Angleterre a toujours offert la plus large hospitalité aux réfugiés. Mais la Grande-Bretagne n'est pas une terre d'immigration. Elle est industrialisée au plus haut point et souffre du chômage. C'est un problème qui s'impose depuis plusieurs années. Mon pays a largement accordé l'hospitalité à ces réfugiés. Lorsque l'afflux continuait, il a dû toutefois de plus en plus se rendre compte qu'il était impossible d'en absorber un aussi grand nombre. Notre gouvernement refuse pour le moment l'immigration des réfugiés. En présence du nombre élevé de réfugiés déjà établis sur son territoire, la Belgique, à son vif regret, se voit toutefois dans l'impérieuse nécessité de reconsidérer le problème des réfugiés avant de prendre de nouveaux engagements internationaux. Après l'Anschluss, 3 à 4 000 réfugiés d'Autriche sont entrés en Suisse entre le 12 mars et le 1er avril. Tous les autres pays voisins de l'ancienne Autriche ont fermé leurs frontières. Et c'est ainsi que la Suisse s'est vue dans l'obligation de réintroduire le visa sur le passeport autrichien pour avoir un contrôle de l'immigration. Et en fait, cet argument rappelle un peu ce qui se dit aujourd'hui, par exemple en France. Ces dernières semaines, plusieurs responsables de La République En Marche et même le président Emmanuel Macron ont insisté sur le fait que la France a atteint sa limite en termes de capacité d'accueil. Oui, tout à fait. La France, c'est le deuxième pays d'accueil des demandeurs d'asile l'an dernier, devant l'Italie d'ailleurs. Donc je pense que la France, elle prend sa part et elle doit prendre sa part et on le fait. La France, elle a pris sa part. L'an dernier, nous avons 100 000 migrants qui sont arrivés sur le territoire national. Nous en avons régularisé et délivré un titre d'asile à près de 32 000 d'entre eux. Sur ce sujet, la France n'a d'ailleurs de leçons à recevoir de personne. Nous sommes le deuxième pays d'accueil des demandeurs d'asile cette année. On peut faire un petit fact-checking des chiffres. La France fait sa part, fait pas sa part Alors, je dirais qu'elle ne fait pas du tout sa part par rapport à ce que fait, par exemple, l'Allemagne. Et ce qu'a fait l'Allemagne, notamment en 2015, en ouvrant grand ses frontières. Bon, moi, je ne suis pas particulièrement le cas français. Je suis les autres pays européens. Et c'est vrai que ce qu'on vient d'entendre me rappelle beaucoup ce que j'ai entendu en Autriche, en Hongrie, où effectivement, ces pays-là, pendant l'exode de 2015 ont accueilli énormément de personnes, mais ces personnes de toute façon étaient de passage, elles ne sont pas restées pour la plupart, et c'est aujourd'hui l'argument que met en avant notamment Viktor Orban et le Premier ministre hongrois, et puis son homologue autrichien Sebastian Kurz, en disant nous on a fait notre part, on a déjà accueilli énormément de migrants, et en réalité aujourd'hui il n'en accueille plus aucun. Donc ça rejoint tout à fait le discours français qu'on vient d'entendre. Sur le cas français, on peut essayer de donner des chiffres sur le nombre d'admissions, très peu, mais... Voilà, on a quelques chiffres de demandes d'asile. Donc effectivement, en 2017, le nombre de demandes d'asile a franchi la barre des 100 000.
Pour comparer, en 2014, donc avant le grand pic, on était à 50 000 demandes environ. En ce qui concerne le nombre de demandes d'asile acceptées, en 2017, on tourne autour des 40 000 a priori, pour 14 000 en 2014. Donc là aussi, une assez grande différence. Alors, en tout cas, les arguments français sont renvoyés, si j'ose dire, à la figure du président français par le chef un des principaux chefs de l'exécutif italien. Puisque oui, on a pris notre part, dit Emmanuel Macron, sauf que Matteo Salvini, qui est le ministre de l'Intérieur italien et qui vient du parti d'extrême droite, la Ligue du Nord, donc Salvini n'est pas d'accord avec cette affirmation. Il l'a répété à plusieurs reprises ces dernières semaines devant le Parlement italien, en conférence de presse, mais aussi sur un plateau de télévision italien le 12 juin dernier. Da questo punto di vista il paese che è più in torto nei nostri confronti, non vorrei essere ripetitivo, ma è la Francia. Perché la Francia si era impegnata a prendere 9.816 persone dall'Italia, se ne prese 640. Quindi appello al presidente Macron che dice che gli italiani sono brutti, cattivi e Salvini è vomitevole. Emmanuel, se hai il cuore così d'oro, domani ti diamo le generalità di più di 9.000 immigrati che ti eri impegnato ad accogliere in Francia. Voilà. Est-ce qu'en 1938, ces espèces de négociations de marchands de tapis et ces polémiques entre différents pays, moi j'en ai accueilli plus que toi, c'est à toi est-ce que ça existe déjà ? Pas de cette façon-là, mais le thème de la saturation est dans toutes les bouches. Et saturation par rapport à l'état de crise économique et sociale qui sévit quand même dans beaucoup de pays. En Amérique latine, par exemple, tous les pays disent « Oui, nous avons été construits sur l'immigration, nos sociétés sont faites d'amalgames de gens qui venaient d'Europe, de divers endroits, mais maintenant, nous avons les plus grands problèmes pour exister, en tant que nation aussi. Ils ne veulent pas trop de diversité, on va dire, pour pas parler des Juifs, mais c'est bien ça qu'ils ont dans la tête. Et voilà, et donc ils peuvent pas accueillir plus. Sinon, quelques agriculteurs qui pourraient traîner dans le secteur, voilà, c'est ça. Sauf que c'est pas une profession très répandue chez les réfugiés de l'époque. Qui ont besoin d'une reconversion très importante dans ce cas-là. Voilà. Donc, il n'y a pas de chiffres avancés. D'ailleurs, c'est très difficile de parler de chiffres, parce que ce sont des gens qui sont, pour parler de la France, ils entrent souvent dans la clandestinité en France, et puis c'est souvent un pays de transit. Alors, savoir combien il y en a sur le territoire, alors ça autorise tous les fantasmes, bien entendu, mais on estime que ça n'a jamais dépassé les 20 à 30 000. Mais en fait, si ces polémiques franco-italiennes qu'on entend aujourd'hui, par exemple, sont si bruyantes, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, les pays ont besoin de se justifier devant leur opinion publique de manière plus explicite qu'à l'époque, où, comme on le disait au début de l'émission, finalement, les opinions publiques s'en fichaient. Donc, on pouvait fermer ses frontières sans avoir besoin d'expliquer pourquoi on fermait ses frontières. Parce que comme on ne se rendait pas compte du problème humain, en réalité, qu'auraient montré des récits de parcours de certains réfugiés. Ce qui est frappant, tout à l'heure on montrait ce reportage de Paris Soir sur des réfugiés qui vivent dans un bateau sur le Danube. C'est le seul que moi j'ai retrouvé dans la presse française. Peut-être que lorsque les Allemands ont expulsé les Juifs polonais qui n'avaient pas la nationalité allemande en 1938, après le meurtre de von Rath, vous savez, leur diplomate à Paris, il y en a une partie qui est restée, comme les Polonais n'en voulaient pas, qui sont restés coincés dans la zone, entre les deux frontières, le no man's land, si vous voulez. Et ça, je pense qu'il y a eu quelques reportages là-dessus. D'ailleurs, c'est comme ça que Grinspan, l'assassin de von Rath, a été averti du malheur de sa famille, qui se trouvait dans cette zone-là. C'est un peu compliqué pour nos spectateurs qui ne connaissent pas l'histoire. Oui, c'est un diplomate allemand qui a été assassiné à Paris en 1938, justement par un adolescent dont la famille était coincée dans le no man's land en fin 1938. Dans ce no man's land. Voilà. Et c'est ce qui a d'ailleurs déclenché en Allemagne la fameuse Nuit de Cristal, qui a été un pogrom. Oui, je voulais évoquer, pour aller dans le sens des propos de Catherine Nicot, celui qui représente la délégation française à la conférence d'Évian, c'est Henri Béranger, c'est un sénateur qui, plus tard d'ailleurs,
sera munichois, ce qui confirme bien le lien qu'il peut y avoir entre ce qui s'est passé en juillet puis ensuite en septembre. Quand vous dites munichois, il sera partisan de la conférence de Munich par laquelle les puissances occidentales ont abandonné la Tchécoslovaquie à Hitler. Voilà. C'est ça. Il sera un ambassadeur de Et alors, Pétain. il dit justement, et ça nous amène à cette notion de saturation et aussi cette notion d'une terre d'accueil, même si à l'époque on n'évoque pas cette manière de voir les choses, c'est-à-dire qu'on ne s'auto-accuse pas, comme on l'a évoqué, on ne se flagelle pas sur ce sujet. Il dit la France est arrivée à un point de saturation qui ne permet plus d'accueillir de nouveaux réfugiés sans une rupture d'équilibre pour notre corps social. La limite est dépassée depuis longtemps chez nous. Il me semble que ce type de propos est un propos qu'on continue d'entendre sous d'autres formes aujourd'hui, en quelque sorte, et qui renvoie effectivement à une problématique que vous avez bien saisie, c'est la notion de prendre sa part, finalement, où on retrouve cette frilosité, pour pas dire cette hypocrisie, ce manque de courage qui semble être inscrit dans la continuité, me semble-t-il. Vous disiez que ce délégué français à Évian a été ensuite ambassadeur... Il a été ambassadeur de Pétain en Turquie pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, il y a des filiations. Il y a des continuités de carrière qu'il faut souligner. Alors, tour du monde des égoïsmes nationaux, peut-être un petit tour par les pays du Commonwealth. En 38, hein, on est toujours en 38. Effectivement, puisque les pays du Commonwealth, donc l'Australie et le Canada, sont aussi très opposés à l'idée d'accueillir des réfugiés. Alors pour le coup, les arguments changent et c'est des arguments qui sont bien plus directs. Dans les circonstances actuelles, l'Australie ne saurait accorder des privilèges injustifiés à une catégorie de sujets non britanniques, sans injustice pour les autres. Vous comprendrez aussi que, n'ayant aucun réel problème racial en Australie, nous ne sommes pas désireux d'en importer en encourageant une large immigration étrangère. L'envoyé canadien, M. Hume Wrong, abandonnant toute retenue diplomatique, déclarera aux journalistes « Notre pays n'est pas assez grand pour accueillir tous les Juifs d'Europe. » À la question « Combien de réfugiés le Canada pourrait-il accueillir ?» il répondra « Un seul serait déjà trop. » Attention, ce qu'on vient d'entendre, ce n'est pas une déclaration officielle, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du off. C'est-à-dire ce délégué canadien fait du off auprès des journalistes. Oui. Il n'aurait pas dit juif, sinon, dans une déclaration officielle. Oui, voilà, sinon il n'aurait pas dit juif. Le double langage. Oui, bon là on retrouve exactement, j'ai l'impression, la ligne de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois aujourd'hui, qui est obnubilé par l'homogénéité, entre guillemets, de sa population. Et donc effectivement, il racialise cette question d'accueillir des réfugiés parce qu'il a très peur, en fait, bon c'est une peur irrationnelle, hein, mais de la disparition du peuple hongrois. En fait, c'est quelque chose qui guide la pensée de Viktor Orban depuis déjà de longues années. Ce qui fait une différence avec 38, parce qu'il ne me semble pas qu'en 38, ce soit une des motivations essentielles de la fermeture des frontières, cette crainte d'une dissolution des identités nationales. Quand même, si c'est présent, il y a cette idée que la France, il y a une idée de déclin, de désagrégation, de crise. C'est une crise. La France est dans la fin des années 30 est dans une crise politique, sociale, économique, une crise, j'allais dire presque psychologique. Enfin, c'est très général. Et donc une crainte du déclin et effectivement un apport étranger. Important pourrait accentuer cet effet-là. Ce n'est pas toujours formulé de façon explicite, mais il me semble que c'est bien derrière quand même. Yvan Gastaud. Effectivement, je suis d'accord avec cette idée. Il me semble que la question justement de la crainte de l'invasion s'attache aussi à cette crainte de la perte de l'identité nationale. Ce n'est pas formulé de cette manière-là, mais on voit effectivement l'idée selon laquelle un afflux conséquent de juifs serait de nature à dissoudre un certain nombre d'éléments considérés comme naturels dans un pays et même une petite minorité serait problématique. Beaucoup l'expriment de cette manière-là à l'ère de ce qui était à l'époque le racialisme, hein, cette idée d'une réflexion raciale avec l'idée que quelque part chaque race pourrait être pure et pour être pure il faudrait qu'elle vive à l'écart des autres d'une certaine manière. Donc d'une certaine façon au départ les juifs, il s'agissait essentiellement de les isoler le plus loin possible et quelque part ça pouvait provoquer, comme on a parlé tout à l'heure de la République dominicaine, on a entendu le fait que Trujillo y voyait peut-être un argument de
de mélange et surtout d'atténuation d'une présence trop, entre guillemets, noire à l'époque sur son territoire. Donc il me semble qu'autour de ce sujet en 1938, on est sur des questions extrêmement concernées par le racialisme, et à la fois comme une possible dissolution des sociétés européennes dans leur pureté raciale, qui est un thème extrêmement présent, mais aussi parfois pour être un apport d'équilibre à l'échelle de la planète. Et il me semble aussi un élément qui me semble intéressant, cette conférence est une conférence mondiale. Aujourd'hui, on s'intéresse à la dimension européenne avec des institutions qui sont en place. À l'époque, cette dimension mondiale est une dimension qui reste encore balbutiante, me semble-t-il. L'Europe n'existe pas en tant que telle. Et un des facteurs qui fait que cette conférence suscite une forme d'indifférence, c'est qu'il y a toujours un échappatoire, c'est-à-dire que c'est l'or qui va s'occuper de l'accueil, comme aujourd'hui, effectivement, dans le désaccord entre la France et l'Italie. Chacun se regarde en chien de faïence pour attendre que l'un fasse un pas, et il me semble que cette conférence d'Évian est aussi un élément d'indifférence, parce qu'on espère, quelque part, dans le pays donné, que l'autre soit plus accueillant que soi-même. Voilà, on espère. Alors, je voudrais qu'on termine par les derniers intervenants de la tragédie, si j'ose dire, dont on n'a pas encore parlé, qui sont les associations, ce qu'on appelle aujourd'hui les ONG. Alors, les associations caritatives, humanitaires, je ne sais pas comment on les appelle à l'époque, je ne sais pas si on les appelle. On ne les appelle pas. On les appelle pas. Alors, les associations sont présentes à Évian. On écoute comment les mentionne le documentaire. À Évian, 40 associations humanitaires n'ont pas attendu d'être invitées pour venir exposer aux diplomates l'urgence qu'elles vivent au quotidien. Je voudrais dire aux associations de réfugiés qui sont venues si librement, car elles n'ont pas été convoquées, qu'elles soient les bienvenues parmi nous. J'ajoute que si elles n'ont pas été convoquées, c'est que nous ne sommes pas un parlement, nous ne sommes pas un forum, nous sommes simplement un office. Qu'elles soient les bienvenus parmi nous, dit très généreusement donc le délégué français, le futur ambassadeur de Pétain, comme vous l'avez rappelé. Alors, qu'en est-il des associations à Évian? Elles sont vraiment accueillies à bras ouverts? Non. D'ailleurs, au départ, il n'était pas prévu qu'elles soient là. Et d'ailleurs, pour éviter, tout a été fait pour minimiser l'événement, du point de vue français et avec le consentement des puissances comme la Grande-Bretagne, etc. Comment? Eh bien, d'abord en la mettant à Évian. Évian, c'est quand même pas Paris. C'est vrai. Alors, on va dire, c'est près de Genève qui avait été sollicité au départ. Les Suisses ont dit, on ne veut pas vexer la SDN en faisant concurrence, mais en réalité, ils ne voulaient pas fâcher l'Allemagne non plus. Donc, Évian, déjà, c'est un choix de mettre de côté. Et puis, vous avez dit que c'était une conférence, on dit la conférence de la peur, mais en fait, justement, le mot conférence a été dénié à cette réunion. On a dit que c'était un comité intergouvernemental qui prélude au comité intergouvernemental, au CIR, qui va succéder. Et donc, en tant que tel, puisque ce n'est pas un congrès, on ne convoque pas l'opinion des gens intéressés. Enfin, ça ne sera que des séances à huis clos qui sont prévues. Et ça soulève quand même un tel espoir dans le milieu réfugié ou pro-réfugié qu'ils n'ont pas pu résister aux demandes, aux pressions, et donc ils ont dit, bon d'accord, vous venez. Ils sont venus donc nombreux, une quarantaine d'organisations de dimensions très variables, dont une vingtaine d'organisations juives. Mais ils ont été cantonnés à part, ils ont été admis à donner des rapports que personne n'a lus, évidemment, sur le moment, aux délégations, mais ils ont été traités à part. Les séances ont été finalement ouvertes, la plupart, aux spectateurs, en quelque sorte. Finalement ils ont pu entrer... C'était censé être à huis clos, puis finalement... oui, mais ils n'ont rien le droit de dire, ils n'ont pas le droit de participer. Et donc, si vous voulez, les associations ont été soi-disant entendues, en réalité non. Elles ont été là, et dans le documentaire, ils ont choisi de mettre en exergue le témoignage de la future Golda Meir, qui était là en tant que représentante de l'agence juive pour la Palestine. Future première ministre israélienne. Future première ministre israélienne, dans les années 70, qui bien dit plus tard. tout le désarroi que pouvait ressentir une responsable de cet acabit à ce moment-là. Vous aviez aussi William Shirer, qui a été le premier historien du Reich nazi, qui était présent, qui n'est même pas resté jusqu'au bout, il est reparti très vite. C'est un Américain. Un Américain qui est parti avant la fin de la conférence. Voilà, donc elles sont là,
elles profitent de l'occasion, si vous voulez, mais en même temps, elles n'ont pas voix au chapitre. Et puis, en plus, elles donnent, elles aussi, le spectacle de désaccords très profonds entre elles. Elles n'ont pas les mêmes solutions à préconiser. Et donc, des accords entre qui et qui, par exemple? Vous avez des gens qui pensent que parmi les pro-réfugiés, qu'il faut telle ou telle solution différente. Il y en a qui militent pour effectivement trouver des havres étrangers, outre-mer si possible. D'autres pensent qu'il y a moyen de les intégrer dans les nations occidentales, que même, il y a ce thème qu'on retrouve aussi des pro-réfugiés qui disent « mais attendez, c'est un apport très précieux, ce sont des gens qui vont créer des emplois en faisant des entreprises, en devenant des savants connus ». Enfin, c'est des choses c'est des thèmes qu'on voit apparaître également. D'autres qui pensent qu'il n'y a que la Palestine, comme Golda Meir, qui sera la solution, etc. Vous voyez, donc, il n'y a pas accord non plus. Yvan Gastaut? Oui, il y a peut-être trois remarques rapides à faire sur ce sujet. D'abord, montrer que les associations ont pratiqué une forme d'entrisme et ont fait fraction dans cette conférence d'Évian, même si ensuite ils sont acceptés. Ces militants n'étaient pas invités et ça montre aussi le caractère un peu faiblard dans l'organisation de cette conférence qui ne sait pas trop où elle va d'une certaine manière. Ça, c'est la première remarque. La seconde, ça a été évoqué, c'est effectivement un poids important, me semble-t-il, déjà d'un réseau associatif, mais pas aussi important que ce qu'il est aujourd'hui. Et ça, sans doute, ça doit être mis en regard, en comparaison. Les réseaux associatifs, les ONG, comme on dit, n'ont pas le poids, n'ont pas la puissance, n'ont pas la force que elles ont aujourd'hui, même si tout n'est pas parfait, mais en tout cas, voilà, il y a cette dimension-là. Et le troisième point, pour un peu nuancer ce que je dis dans ce deuxième-là, c'est que, effectivement, entre elles, ces structures sont parfois opposées, n'ont pas les mêmes objectifs, n'ont pas le même poids, n'ont pas les mêmes ambitions, et parfois, effectivement, elles sont un peu contre-productives. En tout cas, elles font partie de cette conférence, elles sont maintenues à distance d'une certaine manière, mais elles vont quand même jouer. Et c'est assez intéressant d'analyser la conférence d'Évian à l'aune de ces structures qui, aujourd'hui, si on se compare ça avec le temps passé, met en évidence un poids plus important, me semble-t-il, dans la gestion des réfugiés, d'ONG de toutes sortes, notamment d'ONG qui ne sont pas forcément désignées comme étant des structures concernées par leur engagement sur la question de réfugiés venus de tel ou tel endroit. Et ça, c'est un élément important. Alors, sur les ONG, il est évident qu'aujourd'hui, elles sont omniprésentes, oui, y compris d'ailleurs en tant que cible du discours des gouvernants parfois, comme on l'a vu récemment en France. Le dernier exemple en date, en fait, c'est celui du navire Lifeline qui est missionné par l'ONG allemande Mission Lifeline et qui a sauvé il y a une dizaine de jours 233 migrants, mais a été interdite d'entrer dans un port italien pour ensuite se rediriger vers Malte. Mais dans le même temps, plusieurs personnalités politiques, dont le président du Sénat, Gérard Larcher, accusent en fait l'ONG de se faire la complice des passeurs. Le président Macron a promis d'accueillir une partie des passagers réfugiés du Lifeline qui est affrété par une ONG allemande et qui enfin a accosté à Malte. Regardez cet exemple. Il nous démontre que des ONG, certaines avec des bonnes intentions, d'autres avec des intentions d'une autre nature, mais qui vont dans les eaux territoriales libyennes, qui prennent des migrants pour les amener ensuite, d'ailleurs, qui oublient de réallumer leurs transpondeurs pour qu'on ne les repère pas, c'est quoi? Ce sont en fait des complices des passeurs. Alors parfois, je ne dis pas que ce sont des complices toujours avec des intentions dramatiques, parce qu'il s'agit d'hommes, mais ils sont les complices des passeurs. Alors, c'est intéressant, parce que dans le discours politique produit aujourd'hui sur les migrants, on a vu apparaître une nouvelle figure du méchant. Comme on ne peut pas s'en prendre aux migrants, on dit le méchant, c'est le passeur. Voilà, Est-ce qu'il y a déjà dans le discours de 38 un... Non. Ça aurait pu, parce qu'il y avait des passeurs, et bien évidemment. En particulier, par exemple, ça évoquera sans doute quelque chose à Yvan Gastaut, lorsqu'à partir de 1938, il y a des immigrants allemands ou autrichiens qui se trouvaient en Italie et qui, avec les lois raciales italiennes, ont envie d'aller ailleurs. C'est par des petits bateaux qui passent sur le rivage français. Donc, ou par la montagne. Ou par la montagne aussi. Voilà, donc il y a des passeurs, mais c'est des petites structures. Et puis surtout, il n'y a pas eu de drame médiatisé comme il y en a eu pour des camions, par exemple, où des gens mouraient étouffés, etc. Donc non, c'est pas un thème. Si je peux me permettre, oui, juste
Oui, juste un mot, parce qu'effectivement, Catherine Nico m'a invité à dire un mot là-dessus avec grand plaisir. C'est effectivement le cas d'un lieu qui est pas très loin de là où je suis, qui est un lieu extrêmement médiatisé aujourd'hui, qui est la vallée de la Roya, où justement des réfugiés juifs fuyant notamment l'engagement mussolinien auprès d'Hitler de repousser les juifs, poussent les juifs réfugiés à traverser la frontière actuellement si sensible sur la question des migrants, justement. Et donc, on voit effectivement des personnes devenant des passeurs, qui sont souvent des gens du coin, en fait, profitant de leurs activités rurales ou éventuellement de pêcheurs, comme vous le dites, pour organiser des passages nuitamment et bénéficiant d'une sorte de manne financière qui reste tout à fait modeste. Et vous avez raison, Daniel Schneiderman, de situer cette figure du passeur comme une figure aujourd'hui qui est un peu celle du mal, qui me semble effectivement trop forte. Hein, et le passeur ne peut pas être criminalisé à l'échelle qu'on le fait aujourd'hui. C'est une manière de se dédouaner sur lui, en quelque sorte, sans jeu de mots, et quelque part, il y a là une dimension, me semble-t-il, d'hypocrisie. Bien sûr qu'il y a des mafias, bien sûr qu'il y a des passeurs qui existent, mais en même temps, transformer ceux qui sont des accueillants en passeurs, ce fameux délit de solidarité qui fait l'actualité, est un élément central, et il me semble que tout repousser sur les passeurs est une manière, une fois de plus, de se détourner du problème. Et à propos du délit de solidarité, je précise qu'aujourd'hui même, le jour de notre tournage, le Conseil constitutionnel vient pour la première fois de reconnaître que le principe de fraternité était un principe qui avait valeur constitutionnelle, ce qui marque une évolution importante. Alors, pour terminer cette émission, j'ai juste envie de vous demander à tous les trois, bon voilà, 38, 2018, des contextes tout à fait différents, des contextes géopolitiques tout à fait différents, 38 très marqués par la peur de la guerre, hein, par la menace fasciste et nazie, en même temps des contextes médiatiques qui n'ont rien à voir, le rôle des ONG aujourd'hui, alors qu'on a vu qu'en 38 elles n'existent pas. Est-ce qu'au total, vous estimez que la différence de ces contextes a modifié les conditions concrètes de l'accueil des réfugiés ou des exilés ou des migrants entre l'Europe de 2018 et celle de 38, ou est-ce que au total, ce qui domine, c'est l'impression que finalement, pas grand-chose n'a changé? Allez, Amélie Poinceau. Oui, alors, moi, je trouve qu'en fait, on a pas mal parlé des ressemblances et des similitudes, mais moi, il y a quelque chose qui me frappe quand même quand on revoit cette conférence de 1938, c'est qu'on n'est pas du tout avec un risque de guerre imminent. On est dans des pays riches. On n'est pas... Non, je parle d'aujourd'hui. Il n'y a pas du tout ce risque imminent d'une guerre. Il n'y a pas une guerre à nos portes. On est dans des pays riches, même si on parle de crise économique, etc. Ça n'a rien à voir avec la crise des années 30. Et donc, je trouve que du coup, regarder cette conférence, c'est d'autant plus inquiétant pour ce que nous n'arrivons pas à faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tout à fait les moyens financiers et les moyens politiques et les organismes internationaux sont là pour justement organiser cet accueil. Nous avons tous les moyens qu'il faut et nous n'arrivons pas à le faire. Donc c'est ça que je trouve particulièrement inquiétant aujourd'hui. Nous n'avons pas la volonté, je pense, profondément de le faire. Enfin, nous, les gouvernants, plutôt les gouvernants, je crois que le règne des égoïsmes humains et des égoïsmes nationaux, c'est une donnée... anthropologique carrément, j'exagère, mais enfin je veux dire par là que c'est un donné, quoi, qu'il faut des circonstances, la concordance d'une période internationale calme, d'une certaine prospérité qui permet l'intégration plus facilement et d'une volonté, effectivement, qui est plus exprimée à travers Angela Merkel, par exemple, à un moment donné, pour que la chose se passe de façon non douloureuse, je dirais. C'est-à-dire que la norme, c'est l'égoïsme et que l'accueil est une exception. C'est peut-être un avis d'historienne pessimiste, mais je pense, oui, un peu. Yvan Gastaut, un mot de conclusion sur justement ce parallèle Effectivement, je souscrivais complètement à ce qu'a dit Amélie Poinceau et que son propos me semblait de tout à fait grand sujet. Je voulais rajouter aussi le fait que, comme vous le disiez au début de l'émission, cette conférence d'Évian est totalement méconnue, voire complètement oubliée, mis à part évidemment les historiens qui travaillent sur le sujet. Elle est aussi oubliée de la part de collègues universitaires qui travaillent sur l'immigration, et ça en dit long finalement sur le fait que l'histoire, bien entendu, n'est pas forcément un élément qui peut peser, hein, l'analyse historique et la comparaison historique sur la décision de ceux qui agissent. Et dans ce contexte-là, c'est effectivement aussi un constat pessimiste. Hein, voilà, il faut absolument, malgré les différences
malgré le fait que le contexte n'est pas le même, essayer de faire comprendre ce qu'était ce contexte de l'époque et que, oui, déjà à l'époque, eh bien, on bottait en touche, en quelque sorte, pour éviter d'accueillir les migrants. Et ce comportement doit être analysé à l'aune de ce passé très important, en quelque sorte. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, vous terminez l'émission avec une excellente connexion. Pour tout ce qui nous concerne, on a fait ce qu'on pouvait pour effectivement rendre ce passé plus présent dans l'esprit des citoyens d'aujourd'hui. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.